boulot. Oui, je suis là, je suis arrivée. Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro spécial de 7 jours en France. Exceptionnellement, c'est ensemble que nous vous présentons cette émission pour une raison bien particulière, les 10 ans de France 24. Et à cette occasion, nous allons vous emmener visiter les coulisses de la chaîne. Suivez-nous. France 24 émettait pour la première fois le 6 décembre 2006. Et on va commencer par revenir sur ces 10 années écoulées qui ont fait de France 24 la chaîne qu'elle est aujourd'hui. 6 décembre 2006, 20h30 heure de Paris, la France lance sa toute première chaîne d'actu internationale et multilingue. Son slogan, au-delà de l'information. Une télévision en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. La chaîne arabophone émettra quelques mois plus tard, d'abord avec 4 heures de diffusion, puis 10, puis 24. Juste à temps pour couvrir le printemps arabe de 2011 et se tailler une solide réputation. La chaîne est aujourd'hui la plus regardée en Tunisie, là où le mouvement populaire avait commencé. Au fil de l'actualité, son réseau de correspondants se développe. Aujourd'hui, ils sont 150 à vous faire vivre les mouvements du monde en temps réel. En 10 ans, ça portait sa croix. Et France 24 touche aujourd'hui 315 millions de foyers à travers 180 pays. S'ajoute à cela son site internet suivi par plus de 17 millions de personnes sur Facebook. Alors merci de nous suivre depuis 10 ans. Et nous sommes maintenant dans l'un des 5 studios de France 24, celui où vous est présenté chaque jour Paris Direct. Et si vous vous demandez comment fonctionne un journal télévisé, comment il est réalisé, préparé, eh bien regardez ce reportage qui va vous emmener de ce plateau jusqu'en régie. Bonjour tout le monde. 7 heures, l'heure du ravalement de façade, première étape. Elisabeth, quand elle arrive, on doit mettre à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'elle doit travailler après, elle doit vite... Elle est sympa. Allez, au boulot. Salut Almérie. Salut Elisabeth. Attends, je vais regarder comme ça, je vais donner les chiffres qu'on a. Donc on ouvre avec une infographie, on aura les résultats. Oui, ouais, alors. Un premier titre factuel. Ouais. Et un second, genre... Maintenant qu'ils ont gagné, chacun a choisi son camp. The second round of the primaries is... Sarah, on se partage le duplex Washington, tu veux le prendre quand toi Au programme aujourd'hui, donc c'est l'attente des résultats définitifs, plus tard dans la matinée. En termes d'invités, il faut faire quelque chose sur qui est Fillon. Vous avez Virginie à 11h, à 13h vous aurez Karina Kiki et Pierrick Laurent de retour de Mossoul. J'ai reçu de nouveau des réactions, là, de nouvelles réactions de Parisiens. Augmenter le temps de travail, supprimer l'ISF et faire reculer l'âge de la retraite. On est à 2 minutes de l'antenne là. On est un peu à la bourre. Bonjour à tous. Allô, la prod, est-ce qu'on a notre duplex avec Washington? Oui, tu l'as dans ton regain. Alors vous voyez, on est sur le plateau news, on est à peu près à 1 minute, 45 secondes même de l'antenne, on est parti pour 10 minutes de journal. 3, 2, 1... La spécificité de France 24 dans le paysage audiovisuel français, c'est de mettre l'accent sur l'actualité internationale. Et cela suppose d'avoir des correspondants un peu partout dans le monde, mais aussi une équipe de grands reporters rompus au terrain difficile et capables de se rendre très vite là où se déroule un événement. Et nous leur avons demandé ce qu'ils retenaient de ces 10 années de reportage. Ça vous paraît bizarre, mais c'est ça, c'est mon câble porte-bonheur. Depuis 10 ans, j'utilise le même câble réseau, parce qu'il faut savoir que dans notre métier, les transmissions, c'est un cauchemar, et que jusqu'ici, j'ai toujours réussi à envoyer mes sujets, parce qu'on peut faire le meilleur sujet du monde, s'il n'arrive pas à Paris, il ne sert à rien.
C'est super pratique d'avoir un foulard en général en reportage. Dans une manif, s'il y a de la lacrymogène, on peut se protéger. Si on a besoin d'être décent dans un endroit, dans un lieu de culte, on le met sur la tête. Mon couteau suisse, il me sert à bricoler, il me sert parfois à manger, il me sert vraiment à tout le temps, quel que soit l'endroit, quelle que soit la mission. C'était le 13 novembre parce que la première attaque s'est passée en bas de chez moi, donc j'étais directement sur le terrain, que j'ai vu des scènes de guerre en bas de chez moi, qu'on n'a pas l'habitude de voir à Paris, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Julie, où vous trouvez-vous exactement? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Écoutez, je suis arrivée il y a quelques instants face à ce café-restaurant qui s'appelle Le Carillon. Récemment, c'est mon tournage en Syrie, et notamment à un moment où il y avait une voiture piégée qui fonçait directement vers nous. À ce moment-là, c'est un moment inoubliable, ça c'est sûr. Tirez sur cette voiture! En Indonésie, sur l'île de Sumatra, avec un orang-outan. 2 jours dans la forêt primaire à chercher cet orang-outan, enfin un orang-outan, et on finit par le trouver le dernier jour, à la dernière heure. Et c'était évidemment le dernier moment, si on n'avait pas cette image de l'orang-outan, on n'avait pas de sujet. Et j'ai passé 20 minutes à le courser dans la forêt. Il a fini par me semer en traversant un ravin. La rencontre qui m'a le plus marqué et qui, à ce jour, je me souviens du nom de cet homme et de son visage, c'est un homme qui s'appelle Lagwawi Lojore. C'était un reportage sur la famine en Afrique de l'Est, une fois de plus. Et cet homme-là était littéralement en train de mourir de faim, avait regardé sa femme mourir de faim, et il m'avait emmené sur la tombe de sa femme. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai pleuré derrière ma caméra. En Libye, je me suis retrouvée à l'abri sous un escalier et des obus ont explosé à quelques mètres de moi. Ou la fois où j'ai fait un direct et les balles sifflaient au-dessus de ma tête, ça veut dire qu'elles sont vraiment très proches. Bizarrement, ce n'est pas du tout en zone de conflit. C'était en Tunisie, au moment du départ de Ben Ali. Normalement, dans le b.a.-ba de notre métier nous dit de jamais, de tout faire en tout cas pour éviter de se retrouver coincé entre la police et les manifestants. Ça, voilà, ça nous est arrivé, on s'est retrouvés dans cette situation-là. Et donc l'accompagnateur, il m'a tiré dans un sens, on s'est retrouvés vraiment bloqués et on étouffait. Je me suis dit, voilà, on va y passer. De me retrouver sur une île déserte au large de l'Australie, sur la Grande Barrière de Corail, tourner 20 minutes, avoir la caméra qui tombe en panne. Et là, le paradis se transforme en enfer et devoir terminer le tournage comme je peux avec une GoPro et une caméra amateur. C'était dans le désert du Grand Sud libyen où, avec une collègue, nous avons été poursuivis par un homme d'une tribu locale qui était tombé amoureux d'elle, qui nous a poursuivis sur des centaines de kilomètres dans le désert avant de nous rattraper dans une maison qui était censée être sécurisée, puis de nous menacer de mort et de lui écrire des lettres d'amour. Enfin, c'était incroyable, c'était digne d'un roman et c'est arrivé en vrai. Et parfois, c'est vous, les téléspectateurs, qui nous rapportez les histoires les plus extraordinaires. Et depuis longtemps, à France 24, nous mettons en avant des vidéos amateurs filmées dans le monde entier. C'est l'émission phare de France 24, Les Observateurs. Une équipe de journalistes dédiés récupère vos vidéos, les vérifie et vous les présente chaque semaine. Nous avons sélectionné quelques-unes des histoires qui nous ont le plus marqués. Le premier grand test pour les observateurs, c'était en 2009, après la présidentielle en Iran. Donc Ahmadinejad, il a expulsé tous les journalistes étrangers et notre seule source d'information, c'était les vidéos qui étaient postées sur YouTube. Fin 2010, on a eu le début du printemps arabe. Mohamed Bouazizi s'est immolé dans la ville de Sidi Bouzid en Tunisie. Il se trouve que nous avions déjà un observateur dans la ville. Il nous a raconté tout ce qui s'était passé ce week-end-là et ça nous a permis de documenter le tout début du printemps arabe. Nous en sommes très fiers.
Voici une histoire d'Alexandre Mulongo, un de nos observateurs en RDC. Il nous a parlé d'une arnaque par la police chez lui à Lubumbashi. Il nous a envoyé des photos de la police en train d'utiliser des herses pour intimider des conducteurs en les menaçant de leur crever les pneus s'ils refusent de payer une amende. Et ça a eu un impact sur le terrain. Quand on en a parlé sur France 24, ça fait boule de neige, tout le monde en parlait, ça a poussé la police à changer de méthode. Et c'était une réussite. Une partie de notre travail, c'est la vérification des images amateurs. Nous voyons beaucoup d'images fausses, surtout par rapport aux migrants en Europe. Voici un exemple d'un site d'extrême droite. Ils disent que cette photo montre des musulmans en Suisse en train de brûler un drapeau suisse. En fait, elle a été prise il y a 10 ans au Pakistan. Elle montre un drapeau danois et pas suisse en train d'être brûlé par des manifestants après la publication par un journal danois des caricatures du prophète Mahomet. Et c'est dans cette salle qu'on termine cette émission, cette salle de montage où chaque semaine est préparée 7 jours en France. Et les monteurs enlèvent, il faut bien l'avouer, tous nos ratages, mais ils ont été soigneusement collectionnés pour ce bêtisier. Ah! Et parfois, c'est vous, les téléspectateurs, qui nous rapportent. La grande spécificité de France 24, c'est de... C'est quoi déjà? C'est compliqué, j'ai 2 phrases. Alors Retiennent de ces 10 années de grands reportages. Je regardais la cam 3, celle que tu m'as dit, celle-là. Celle de droite, celle qui est rouge. Celle-là. Ah, celle qui est rouge. Évidemment, je me plante. Paf.